Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, celle des véritables origines du peuple haïtien. Et on va voir que c'est bien plus complexe et surprenant que ce qu'on pense généralement. Alors, la question est simple, en apparence. D'où vient vraiment le peuple haïtien? De quelle région d'Afrique sont issus ses ancêtres? La réponse risque de bousculer pas mal d'idées reçues. L'idée la plus répandue, celle qu'on entend souvent, c'est que les racines d'Haïti se trouvent principalement dans l'ancien royaume du Dahomey, au Bénin actuel. Et la preuve, ce serait quoi? Le vaudou, bien sûr, cette religion si présente en Haïti et qui vient, on le sait, de cette région d'Afrique. Et en surface, ça se tient, ça paraît logique, c'est une histoire simple et claire. Sauf que ce n'est qu'un petit bout de la vérité. En fait, cette idée, si on s'en tient qu'à elle, est carrément trompeuse. Il est temps de creuser un peu plus loin. Alors pour y voir clair, pas le choix. Il faut revenir aux archives, aux faits. Et ce que les historiens ont découvert, c'est que les Africains qui ont été déportés à Saint-Domingue, l'ancien nom d'Haïti, venaient en réalité de trois grandes zones géographiques distinctes. Ok, mais comment on peut savoir ça avec autant de précision des siècles plus tard? Eh bien, la réponse se cache dans la paperasse de l'époque, dans les archives coloniales. Chaque fois qu'un navire négrier arrivait, qu'un esclave s'enfuyait ou était vendu, les administrateurs notaient sa nation d'origine. En recoupant des milliers et des milliers de ces documents, les historiens ont pu dessiner une carte incroyablement précise des origines des déportés. Et ce que cette carte nous révèle, c'est qu'il y a eu en gros trois flux majeurs. D'abord, un contingent minoritaire venu de Sénégambie. Ensuite, un groupe bien plus conséquent, c'est vrai, venu du golfe du Bénin, la fameuse côte des esclaves, berceau du vaudou. Mais, et c'est là que tout bascule, le troisième groupe est la véritable clé pour tout comprendre. Il vient de la région Congo-Angola. Parce que ce qui est absolument dingue, ce ne sont pas juste les origines, ce sont les chiffres. Les données sont formelles. Le groupe le plus nombreux est de très très loin, celui qui a constitué le cœur démographique de la population esclave de Saint-Domingue, venait de la région Congo-Angola. Ça, c'est un fait qui change complètement la donne. Du coup, ça soulève une question énorme. Si les peuples du Congo étaient la majorité écrasante, quelle a été leur influence réelle? Et surtout, pourquoi est-ce que cette influence semble aujourd'hui moins évidente que celle du Dahomey? Pour comprendre, il faut d'abord déconstruire les clichés de l'époque. Les colons français avaient une vision totalement raciste et stéréotypée des Congos. Ils les voyaient comme des gens dociles, parfaits pour le travail agricole et facilement convertibles au christianisme. En gros, des esclaves modèles. La réalité historique, elle, est à l'opposé. Beaucoup de ces déportés venaient de royaumes avec une forte tradition militaire, des armées organisées, une culture du combat et surtout une spiritualité incroyablement puissante qui va devenir le véritable carburant de la révolution haïtienne. Et au cœur de cette spiritualité, il y a un concept fondamental, le Dikenga. C'est le cosmogramme Congo. Ce n'est pas juste un dessin, c'est toute une philosophie, une façon de voir le monde qui conçoit l'existence non pas comme une ligne droite qui va de la naissance à la mort, mais comme un cercle, un cycle infini. Ce cycle est simple, naissance, vie, puis la mort. Mais la mort n'est pas la fin, c'est juste un passage vers le monde invisible, le monde des ancêtres. Et de ce monde, on peut renaître. C'est un voyage continu. Les ancêtres ne sont pas partis, ils sont juste de l'autre côté. Et ils continuent d'influencer le monde des vivants. Et là, on touche au cœur du réacteur. Si la vie est un cycle sacré, alors l'esclavage, c'est quoi? C'est une rupture de ce cycle. C'est une mort spirituelle, une déconnexion avec les ancêtres. Et ça, dans cette vision du monde, c'est bien pire que la mort physique. D'un coup, la devise des révolutionnaires, la liberté ou la mort, prend un tout autre sens. Ce n'est plus un slogan politique, c'est une urgence spirituelle. Mourir en combattant pour la liberté, ce n'était pas une défaite, c'était réintégrer le cycle, rejoindre le combat des ancêtres. La peur de la mort disparaissait. Ok, tout ça est passionnant. Mais ça ne résout pas notre paradoxe de départ. Si les Congos étaient majoritaires, et si leur spiritualité était si forte, comment se fait-il que ce soit le vaudou venu du Bénin qui soit devenu le symbole religieux d'Haïti? La réponse, c'est que le vaudou haïtien n'est pas une importation directe du vaudou béninois. C'est une création nouvelle, un véritable melting pot spirituel. On peut voir ça comme une recette. La structure de base vient bien du Dahomey, mais on y ajoutait des pratiques rituelles en grande partie venues du Congo, des divinités du monde Yoruba, et on a saupoudré le tout d'éléments du catholicisme imposé par les colons. En gros, la religion du Dahomey était déjà très organisée, très structurée. Ça a servi de matrice, de squelette si on veut. C'était une base sur laquelle les autres peuples, Congo, Yorubas, Mandés, qui parlaient des langues différentes, ont pu se greffer. Ça a créé un langage spirituel commun. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Il y a un dernier acteur dans cette fusion, un acteur totalement involontaire et profondément ironique, le colonisateur lui-même. Pour les colons, c'était simple. Tout ce qui était spirituel et africain, c'était du vaudou. Une seule étiquette pour tout diaboliser et tout interdire. Et là, c'est le paradoxe total. En voulant tout écraser sous une seule appellation péjorative, ils ont, sans le vouloir, forcé toutes ces spiritualités à se rencontrer dans la clandestinité. Ils ont créé l'espace où elles ont pu dialoguer et fusionner pour devenir cette nouvelle force, ce vaudou haïtien, qui allait devenir l'arme idéologique de la Révolution. Donc on voit bien que le peuple haïtien est né de cette incroyable fusion africaine. Mais l'histoire est encore un peu plus riche que ça. D'autres groupes, même minoritaires, ont aussi leur place dans ce récit. Il y avait bien sûr les créoles, ces descendants d'Africains mais qui étaient nés sur l'île. Leur culture était déjà un mélange, façonné par ce nouveau monde colonial. Et, il ne faut pas oublier, même s'ils étaient très peu nombreux, les survivants des peuples autochtones, les Taïnos. Leur présence est un rappel que l'histoire de cette terre a commencé bien avant l'arrivée des Européens et des Africains. La grande conclusion de tout ça, elle est simple mais fondamentale. Le peuple haïtien n'est pas le décalque d'une seule culture africaine. Ce n'est pas le royaume du Dahomey ou celui du Congo qui a été transplanté aux Caraïbes. Non, des femmes et des hommes, arrachés à des régions différentes d'Afrique, qui souvent ne se comprenaient même pas, ont été jetés dans l'enfer de la plantation. Et là, face à une violence absolue, ils n'ont eu d'autre choix que d'inventer quelque chose de radicalement nouveau. Une nouvelle langue, une nouvelle spiritualité, une nouvelle identité. C'est ainsi, de cette création née dans la douleur, mais portée par une résilience extraordinaire, qu'est né le peuple haïtien.